curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marien, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie de Caroline Nagel, la fondatrice des Amazones parisiennes, qui propose des ateliers de yoga inspirants et bienveillants. Toujours d'une humeur lumineuse et d'une gentillesse qui se lit sur son visage, elle va nous raconter son parcours initiatique très riche et sa rencontre avec l'Ayurveda entre autres. Encore une vie où les obstacles n'auront pas eu raison de l'envie d'apprendre. Bonjour Caroline. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi ? Donc, je m'appelle Caroline, je suis suissesse, j'ai grandi donc à Genève. Ma mère a été appelée en France pour travailler, donc du coup j'ai commencé à grandir à Paris dans un milieu plutôt aisé, alors que ma famille ne venait pas forcément de ce milieu-là, d'être dans des grandes écoles, d'être avec les fils d'ambassadeurs, des gens très cultivés. Et ça a été une énorme richesse et en même temps une énorme réalisation, parce qu'en grandissant dans ce milieu qui se veut être le milieu qui reflète un but, on va dire, dans cette société, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur, beaucoup de douleur en fait, cachée derrière ces strass, ces paillettes. Et donc du coup, il y a eu vraiment ce besoin de ressentir ces questionnements qu'on se pose certainement tous à un moment. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Quel est mon chemin ? Qui suis-je ? Pourquoi on est là ? Donc il y a eu des choses qui ont commencé à se réveiller. Et puis un petit facteur déclencheur m'a fait partir en Inde avec notamment un moment assez spécial dans ma vie. Et justement, des personnes qui m'entouraient, surtout des femmes que j'aimais beaucoup, sont parties, ont décidé de quitter ce monde pour différentes raisons. Et du coup, ça m'a vraiment transformée en tant que femme, ça m'a bouleversée. Parfois, on a besoin de bouleversements pour retracer la direction. Et donc du coup, c'est comme si elle vivait à travers moi, que j'avais une force décuplée, une force de avoir besoin de découvrir la raison pour laquelle on était tous là, la raison qui faisait qu'on serait heureux. Et donc du coup, j'ai commencé à étudier un petit peu l'Ayurveda chez moi dans mon petit appartement parisien, à étudier mes petits bouquins et tout ça. Et à un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon, il va falloir y aller, il va falloir aller dans le berceau où tout ça est créé, à la source, pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'était cette médecine, qui est une médecine qui se lie en fait à la médecine chinoise, qui prend vraiment l'être humain dans sa globalité et qui est très, très, très pertinente et complète et liée avec les plantes. Et donc le chemin initiatique, on va dire, a commencé à partir de ce moment-là. Tu as eu ce moment difficile dans ta vie et pourquoi l'Ayurveda ? Qu'est-ce qui t'a tourné vers l'Ayurveda ? Alors en fait, je me rappelle passer parce que quand on est plus jeune, on a beaucoup plus de temps pour revoir les copains et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on faisait des week-ends, des choses comme ça, on partait à la campagne. Et à la fin, j'entendais même, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de soin dans les mains, qu'il y avait que je pouvais faire du bien. De toute manière, à partir du moment où on a l'intention de faire du bien, souvent, on n'a pas obligé d'être un thérapeute incroyable d'avoir des dons pour soigner. Mais j'entendais même à la fin des week-ends, Caro, marche-moi dessus. Enfin, j'étais ah oui, d'accord, on est au point où n'importe quoi. Hors contexte, ouais. ça fera du bien. Donc du coup, j'allais tous les 2 mois à la librairie de médecine qui est à côté d'Odéon. Je ne sais pas si tu vois laquelle c'est. Non. Bon, une très grande librairie, oui, dedans, et je crois que c'est à côté d'Aromazone. Ok. Là, peut-être que je te parle plus. Et du coup, dans cette grande librairie, il y avait donc j'allais tous les 2 mois, et les livres de médecine coûtent très cher. J'allais tous les 2 mois m'offrir un sur le corps humain, sur le shiatsu, sur la réflexologie, sur différentes médecines, parce que je savais qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas exactement lequel. Et un jour, je tombe sur le livre d'Ayurveda où il y avait une main dessus qui représentait, donc chaque doigt représentait un élément. Et je feuillette un petit peu ça. Et là, quand on parle donc de dosha, donc d'éléments, qu'on est tous composés de 3 éléments, donc du feu, la terre et l'eau, et le vent, qui sont plus ou moins équilibrés en fonction de ça. Il y a une diététique à avoir, un rythme de vie pour rééquilibrer. Je me suis dit, ça c'est pertinent, ça me parle, le feu, quand on va avoir de l'acidité, quand on va avoir des rougeurs, quand on a trop de feu en nous, ou bien quand on a trop d'eau, les articulations qui sont plutôt engourdies, donc c'est un travail plutôt, il y a trop de liquide, de le voir de cette manière-là, ça faisait du sens, et je me suis dit, waouh,
il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ça t'a appelé. Mais du coup, petite, t'as été initiée, tes parents étaient portés sur les médecines un peu douces, Alors, enfin pas douces, complémentaires. non, pas vraiment. Ma mère travaille dans le parfum. Elle est créatrice elle est née en fait, et du coup c'est vrai qu'il y a cet art un petit peu, c'est lié aux huiles essentielles, c'est lié à l'alchimie, donc mais c'est vrai que c'est plutôt, c'est différent. Donc du coup petite, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de tests sur les bras, de différentes odeurs, la note de tête et tout, enfin ça fait partie donc les huiles essentielles, les odeurs, c'est quelque chose qui me passionne et qui fait partie de moi. Donc, il y avait cette petite porte-là, si j'essaye de réfléchir Après, à on un peut lien, porter mais ça non. en nous et puis ça se révèle, quoi. Exactement, exactement. Je pense qu'on a tous une femme médecine à l'intérieur de nous. Et certaines femmes soignent avec leur voix, certaines femmes soignent avec leurs mains, d'autres avec leurs mots. Tout le monde, et c'est ça qui est sublime aussi, c'est que chacune a un art qu'elle peut exprimer d'une manière ou d'une autre pour guérir, en tout cas faire du bien, apaiser. Et c'est vrai que ce petit parcours a commencé à dessiner le mien. En fait, plus on apprend et plus on a envie Et oui, d'apprendre. quand Et tu ça mets un doigt grandit. dedans, après, Tu te rends compte que tu es toujours au début du c'est chemin. ça. Alors donc, tu pars pour l'Inde. Je pars pour l'Inde. Je devais partir 1 an. J'y suis restée 3 ans. Pas mal. C'est finalement il y avait besoin de plus de temps pour l'enseignement. En fait, pendant 1 an, j'étais avec un docteur ayurvédique. Déjà, en plus, mon niveau d'anglais, parce que je faisais allemand LV1, était pas très 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 fort, on va dire. Et du coup, quand il te parle de kidney, gotukola, entre les mots indiens des plantes que tu utilises dans l'ayurveda et les mots anglais mais prononcés avec l'accent indien, Ouais. des organes du corps, c'est un petit peu... Au début, il y avait un petit peu un challenge, donc c'était vraiment Ouais. très difficile. Et pendant 1 an, je l'ai suivi, apprendre le pouls, apprendre la langue, apprendre un petit peu à regarder à l'intérieur des yeux, à préparer donc les préparations des plantes. J'ai trouvé ça merveilleux. C'est J'ai trouvé génial. ça, ouais, Comment il vraiment. t'a accueilli? Comment tu l'as trouvé? Alors en fait, un ami à moi m'a dit que je voulais aller dans le Kerala, parce que le berceau de l'Ayurveda, c'est le Kerala. Il m'a dit, t'es mignonne, t'es blonde, tu connais rien à l'Inde, tu as 22, 23 ans, tu vas te calmer et tu vas d'abord aller peut-être à Goa, donc il y a un endroit qui est très européanisé, qui n'est pas donc l'Inde profonde, parce qu'ils ont l'habitude du tourisme, ils parlent anglais, même si en Inde ils parlent souvent anglais, mais voilà, il y avait le choc de culture allait être un petit peu moins intense, donc du coup je trouve une école à Goa, je suis le conseil de mon ami pour pas être non plus trop perturbée, et je commence ce chemin-là. Alors en plus, l'Ayurveda, il y a aussi tout ce qui est massage, ça prend vraiment, enfin ça englobe un petit peu tout, donc c'était vraiment une ouverture, plein de petites, plein de petites ouvertures au niveau de tous les sens, au niveau de, de toutes les techniques de nettoyage, parce que au-delà de massage, de conseils, de nourriture, il y a des nettoyages que l'on va faire avec un éthipode par exemple pour nettoyer le nez, on va nettoyer les organes, enfin ça va vraiment très très loin dans la prise en charge de l'être humain. Et c'était passionnant et très intéressant. Et finalement, la vie m'a montré que l'Ayurveda, c'était un bon petit stop. Mais c'était pas là où ça allait s'arrêter. C'était le commencement. Alors, c'était le commencement, c'était juste une porte. C'était juste, Ouais. viens, il faut que tu viennes en Inde, on va trouver un moyen pour que tu viennes. Et du coup, après ça, donc j'ai rencontré un homme quand j'étais en Inde. Donc, c'était un homme de nationalité russe qui, par rapport à tous les hommes que j'avais rencontrés auparavant, était complètement différent. Donc on a moins la romance et la bienséance et la courtoisie du Parisien, mais il avait d'autres enseignements, il refermait d'autres talents, et c'est vrai c'était un warrior. Il m'a fait vraiment faire des treks pieds nus pour avoir le contact des pieds sur le sol, parce qu'après la pluie, les ions négatifs, ça charge au niveau des énergies de marcher dans la forêt en fait pieds nus. Ça permet d'être vraiment, de voir les animaux, parce qu'en fait comme on n'a pas les grosses chaussures qui sont comme en fait des préservatifs qui font qu'on ne connaît pas, qui déconnectent du sol. Donc vraiment, il m'a appris un petit peu ce côté à se fondre dans la nature, à l'observer. Alors ça me faisait penser un peu à Jean de La Fontaine. Moi, c'était ça l'image que j'avais. Et en fait, ça a été vraiment très subtil. Il m'a accompagnée
ce développement en fait d'un côté yang, d'un côté très guerrier, parce qu'à la fin c'était marcher pieds nus dans la neige, dormir dans une cave, dans la jungle, sous une cascade. Enfin, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Oui, À un moment, complètement, ouais. tu te perds dans la jungle, il se retourne, il est bien en haut et il t'attend pas. Tu te dis, d'accord. Qu'est-ce qu'il faisait exactement ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Je pense que c'était sa manière d'apprendre, de partager un petit peu, parce il avait quelques années de plus que moi, ce qu'il avait pu apprendre, ce qu'il avait comme savoir à partager. Donc c'était un enseignement très fort, très intéressant. Et du coup, je me suis retrouvée à voir des lacs à 7000 mètres d'altitude, à aller au Ladakh, à aller dans tous les endroits de l'Inde, parce qu'il y avait ce côté d'invincible, où tout était possible. Et donc, il y a vraiment le côté masculin qui s'est développé à l'intérieur. Et du coup, on est obligé de passer par différentes phases de son être pour se connaître, se perdre, enlever les carquois du conditionnement que j'avais, donc d'avoir grandi à Paris. Tout ça, ça s'est fait vraiment, tout s'est aligné. Et là, c'était une facette de cet apprentissage. C'était vraiment développer cette guerrière, se rendre compte qu'en fait, le corps a les pouvoirs qu'on lui donne, et qu'en fait, les limites sont celles qu'on se donne. Et grâce à la respiration et à la maîtrise de différents arts, différentes techniques, on pouvait atteindre certains niveaux de conscience, on pouvait se dépasser, et c'était vraiment assez magique comme rencontre, effectivement. Donc ça fait partie de ton parcours initiatique, complètement. Bien entendu, bien entendu. À partir de là, qu'est-ce qui t'a amené vers le yoga ? Parce que c'est un peu la suite. Alors, qu'est-ce qui m'a amené vers le yoga ? En fait, ce qui était marrant, c'est qu'on habitait dans la jungle, donc je rentrais chez moi. Donc en marchant, donc ce qui est fou, c'est que dans la jungle, tu réalises que c'est quelque chose qui m'avait fait sourire un matin. Donc tu te réveilles, tu peux avoir les singes au-dessus de toi, et j'ai vu tous les animaux dans Le Roi Lion. Quand à un moment ils chantent une petite aparté qui est pas du tout spirituelle. Quand ils chantent la chanson Hakuna Matata ou quelque chose comme ça, ils mangent des petits insectes de toutes les couleurs, et je me réveille un matin, je les vois tous à côté de moi en train de marcher, je me dis mais ils existent vraiment ceux-là. Je vais les manger. Alors j'ai pas eu j'ai juste souri en plein milieu de la jungle comme ça, bêtement, mais en me disant voilà, donc c'était cette connexion à être vraiment immergé complètement dans la nature. C'était juste magique. Voilà, il montrait les étoiles et il me disait Million Star Hotel, parce que effectivement on dormait dans des conditions où on avait juste un feu. D'ailleurs c'était très drôle avec mes amis, à la fin c'était devenu un critère pour un homme. Non mais celui-ci il sait même pas faire un feu. Ah ouais, les critères ont bien changé quand même. C'est ça, c'est plus les grandes écoles, c'est le feu. Exactement. Donc c'était assez drôle, et donc je rentrais chez nous avec de l'eau, ou je ne sais plus, et je vois un groupe de babas. Et en fait, les babas sont des hommes qui sont habillés en orange, qui sont le lien entre le ciel et la terre. Et donc même les Indiens les plus pauvres des villages un peu perdus, quand ils voient ces hommes-là, ils vont leur donner de l'argent ou de la nourriture. C'est comme un petit peu des prêtres, ils ont juste un bol avec eux, ils vivent dans la nature, et c'est bienvenu de les soutenir, de les aider. Et en fait, ces babas sont des hommes qui vivent dans la jungle, qui pratiquent le yoga, qui ne font pas grand-chose. Moi, j'en ai vu, il y en a certains qui sont vraiment très alignés, qui méditent et qui inspirent. J'en ai vu d'autres qui étaient plutôt des arnaqueurs qui profitaient de ce système-là. Mais entre les deux, je pense qu'il y a quand même un savoir et certaines choses à apprendre d'eux, ça c'est certain. Et donc, ils sont assez impressionnants. Ils étaient tous réunis en cercle autour d'un feu. Parce qu'en dans la journée, en Inde, les gens qui vivent dans la jungle ont toujours un feu allumé. Et même, il y a vraiment des règles au niveau... C'est des gens qui vivent où il n'y a rien, c'est vraiment de la terre et des arbres autour d'eux. Mais il y a l'endroit pour le feu pour cuisiner, le feu pour les prières. Il y a toute une organisation. La cendre, c'est ce qu'il y a de plus sain, en fait, parce que ça a été brûlé, donc il y a moins de bactéries. Donc, ils vont nettoyer leurs plats avec ça, ils vont nettoyer leurs blessures avec, ils vont se shampouiner avec. Donc, c'est vrai que c'est tout un autre monde, le monde des gens qui vivent dans la jungle. Et j'étais assez curieuse et j'ai vu que je ne dérangeais pas trop, donc je suis restée à côté d'un rocher. Je pense que j'étais à 5 ou 10 mètres d'eux.
Et ils pratiquaient le yoga, donc ils mettaient leurs jambes, ils faisaient des mouvements et tout ça. Et j'étais assez intéressée et je regardais un petit peu comment ils faisaient. Et ensuite, à la fin de leur séance, ils se sont assis, ils ont comme une prière ou je ne sais pas, ils ont fumé ce qu'on appelle un chillum, qui est en fait clairement de la marijuana, tout simplement. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, je refaisais leurs mouvements, j'étais en train de retester un petit peu ce qu'ils étaient en train de faire parce que ça m'intéressait. Et parce que je me suis dit, c'est marrant, il y a certains trucs que je faisais dans ma chambre comme ça pour m'étirer et tout ça, et ils les font mais d'une manière avec la respiration en adéquation, avec une conscience et une présence de corps qui m'a inspirée. Et donc, juste après avoir fumé ce calumet de la paix, ils sont venus me voir en me disant « T'es la réincarnation d'un grand maître indien » et quelque chose comme ça. Et là, comme ils venaient de fumer un truc, je me suis dit que j'ai pas vraiment été 100% sur la véracité du propos, sur à quel point ça avait du sens en tout cas. Mais comme un enfant à qui tu dis c'est bien ce que tu fais, s'il fait un dessin, je me suis dit il y a un truc dans l'Ayurveda, il y a un truc dans le yoga. Ouais. Il y a quelque chose, et ça m'a fait sourire bien entendu, ça flatte l'ego, on te fait un compliment, ils avaient j'avais rien sur moi, donc du coup c'était vraiment, ils avaient envie de parler, ils avaient été intéressés, et comme ils venaient de fumer, ils ont eu cette vision-là, et ça m'a fait quelque chose, en tout cas, ça m'a décidé à me dire, je garde dans ma tête ce truc du yoga. Je ne sais pas encore comment ça va se manifester, mais c'est vrai que je fais souvent partie des personnes à qui, si tu me dis, ce livre, il est super, faut que tu le lises. Je vais me dire, ok, c'est cool. Si dans 2 semaines, une autre copine ou un copain, aucun rapport à toi, me dit, Caro, je crois vraiment que tu devrais lire ce livre. Là, je me dis, bon, il y a quand même, il y a des signes. Il y a un petit signe. Et donc, je fais ma petite vie, et souvent, en fait, quand tu es en Inde, tu fais les saisons. Il y a un moment où c'est bien d'être dans le sud, et un moment remonter dans le nord, dans les montagnes. En plus, c'est vrai que près de la mer, on est plutôt matérialiste, alors que quand on est en altitude, on a une connexion qui est plus spirituelle, on a des pensées qui sont un petit peu plus inspirantes. Enfin, on est sur différents plans au niveau de la terre, et donc du coup, on est aussi sur différents plans mentalement. Et donc, on revenait dans les montagnes, et en me baladant un matin, pieds nus bien entendu, sur mes petits rochers, je passe devant une école, et là, je vois Teacher Training, donc une classe pour devenir professeur de yoga. Ça dure 200 heures, ça dure à peu près un mois. Starting in 3 days, donc que ça commençait dans 3 jours. Je me dis, bon, je vais m'inscrire. Oui, ça c'est un appel. Tout simplement, c'est là, c'est devant moi, c'est à côté de la maison. Le yoga, c'est vrai que pendant ces années en Inde, j'ai été un peu yes man parce que j'étais à la découverte de techniques de soin. En fait, j'attendais de trouver la technique. Je me disais que dans ma vie, il y avait un truc qu'il fallait passer par tous pour trouver une technique qui faisait qu'on arrivait à trouver l'équilibre, tout ça. Finalement, il y a plein de techniques. Il n'y en a pas une. Je n'ai pas réussi à trouver la technique fatale. Celle qui te correspond, en tout cas. Oui, après, chacun a la technique qui lui correspond, mais j'imaginais qu'il y avait un truc qui était le centre de tout, la finalité de l'exercice du corps et de l'esprit, j'allais le trouver. Donc du coup, je me réveillais le matin, je faisais une fois du Qigong, du Viet Vo Dao. Enfin, j'ai testé plein de choses comme Yes Man pour de l'art-thérapie, pour développer un petit peu différentes choses. Et donc, la classe de yoga, cette fois, commençait dans 3 jours. Et je me suis lancée. C'est vrai que mon premier cours de yoga était en fait le premier cours du diplôme de professeur de yoga. Oui. Direct. Hop. Direct. Je commence, je me forme et puis... Exactement. Et surtout, moi, j'étais quelqu'un qui était très timide. Je ne voulais pas déranger. J'étais donc très, très mince. J'étais toute petite. Pour parler, so we're gonna do this. On va faire, parce qu'à la fin de l'examen, enfin des 200 heures, on doit passer devant la classe pour présenter une classe, pour être noté, pour savoir si on a l'habilité ou pas de pouvoir enseigner. Je me rappelle avoir une toute petite voix, dire on va faire ça comme ça, avec vraiment... Et c'est vrai que le yoga m'a permis vraiment de travailler sur ma confiance en moi, donc sur l'ouverture donc, du plexus solaire entre les côtes. C'est un endroit, souvent quand on n'a pas trop confiance, il est plutôt rentré à l'intérieur. On se voûte un peu, ouais. On se voûte un petit peu comme ça. Et ça a été une énorme rencontre en fait avec moi-même. Le yoga, donc c'est un très bel outil. Il faut savoir ensuite quel type de yoga nous correspond le mieux, parce que j'entends souvent des gens qui me disent « Ah, j'ai essayé le Kundalini, non, le yoga, c'est pas pour moi, c'est nul. » Ou bien « J'ai fait un yoga, c'était trop doux ou c'était trop dur. » Et en fait, c'est vrai qu'il y a autant de yoga qu'il y a de professeurs. Ouais, et du coup, de prendre quelqu'un qui nous inspire, qui est dans ce que l'on recherche, c'est
c'est une porte ouverte vers soi et vers son cœur, en fait. Parce que dans le yoga, comme on somatise les douleurs à l'intérieur du corps, ça permet de dénouer des nœuds qui peuvent refaire surface et de travailler certains mots, certaines émotions qu'on a essayé de bien camoufler à l'intérieur. Donc du coup, c'est vraiment une rencontre avec soi, un travail sur ses limites, un travail sur la maîtrise, sur la concentration. Parce que plus on fait des petites techniques de travail sur soi, plus on se rend compte qu'en fait, une des clés, c'est la concentration. Qu'en arrivant à maîtriser son esprit grâce à la méditation ou à d'autres méthodes, on arrivait à développer une capacité de présence et une capacité de présence en fait au subtil, et on avait donc la capacité de comprendre des choses, d'avoir accès à la réalité d'un plus grand plan que quand on est en fait tellement sur le premier plan de conscience dont on n'a pas accès. Donc c'est vrai que la concentration est une très très belle clé. Alors, sortie de ces 200 heures, qu'est-ce que tu décides de faire? T'es formée à l'Ayurveda, t'as fait des treks par milliers. C'est quoi ton plan de vie à ce moment-là? Ce qui est drôle, c'est que justement, j'avais un petit peu pas le syndrome de l'imposteur, mais 200 heures, ça me paraissait vraiment pas assez pour se dire enseigner le yoga. Il y a des hommes qui ont fait ça toute leur vie. Enfin, c'est un chemin de vie, tu vois, c'est quelque chose. Donc du coup, ça peut paraître étrange, mais j'ai repassé le diplôme de 200 heures à un autre endroit pour être sûre. Donc ça faisait 400 heures pour être sûre que... Dans le Kerala, peut-être? Alors non, je suis retournée à Goa, c'était donc quelques mois après. Donc c'était dans le sud. En plus, ce qui est bien, c'est quand le corps est chaud, il peut faire plus de choses parce que il est plus souple. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ça vient de pays comme cela, parce que le temps se prête à la pratique. Et donc du coup, après ces 200 heures, en plus, parce que la philosophie me passionnait, parce que les histoires, parce qu'en plus, tu apprends tout sur la Bhagavad Gita, qui est le livre indien avec tous ces dieux, tous ces archétypes. C'est très complexe, c'est incroyable, c'est drôle. J'avais l'impression de redevenir une enfant. En même temps, on écoutait des histoires, en même temps, on apprenait sur le corps, en même temps, on travaillait dessus. C'était une école de la vie qui se mariait très, très bien avec l'Ayurveda. Et donc, du coup, après avoir fait ces 2 diplômes, je me suis rendu compte que c'était super ce qui s'était passé en Inde, que c'était super le chemin que j'étais en train de prendre, parce que ça ouvrait certaines portes, mais qui avait un énorme trou. Et c'était tout ce qui était lié en fait au féminin. Je m'étais rendu compte qu'en voyageant en Inde, parce que je prenais des trains de 32 heures, des trucs en 3e classe, où c'était pas forcément les conditions les plus je sais pas si on peut dire conditions idéales pour une jeune fille, quoi. Exactement. Donc du coup, je pense qu'inconsciemment le cerveau a compris ça, et donc m'a un peu coupé la féminité. Donc du coup, je n'avais plus de poitrine, je n'avais plus mes règles. En plus de développer vraiment ce yang, de monter des montagnes, tout ça, la femme est cyclique. La femme a besoin d'enracinement, la femme a besoin d'habitude, de rituels pour honorer ça. Là, je changeais tout le temps de lieu, d'endroit, donc le yang a pris le dessus, clairement. Exactement. Ouais. Exactement. Et comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé. Quand quelque chose est un petit peu compliqué pour nous, il faut le travailler. Et donc, je voyais qu'il y avait une possibilité de se spécialiser en yoga prénatal, donc yoga de la femme, où il y avait des cours justement sur les hormones, sur les cycles, sur tout ce qui est l'anatomie du périnée, toutes ces parties-là qui étaient un petit peu un point d'interrogation pour moi. Et ça, bien entendu, ça a fait écho, et je me suis dit, bon, il va falloir absolument, il faut que je travaille un petit peu plus là-dedans. Et c'est vrai que là, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte, parce qu'il y avait aussi, je pense, de l'anorexie mentale. Il y avait un travail à faire par rapport à pas vouloir déranger, à pas vouloir assumer qui on est, d'être trop peur ou de pas être assez. Enfin, à des moments, on est un petit peu perdu quand j'ai enlevé toutes les barrières qui me conditionnaient, qui étaient qui j'étais. Donc, savoir si tu vas dans un anniversaire, rencontrer des gens, ils vont te dire, ok, t'es la fille de trucs, ou bien tu as grandi là, t'es suisse, ou bien on va te mettre des petites étiquettes. Et là, j'avais perdu toutes les étiquettes, je les avais toutes enlevées volontairement pour comprendre, pour travailler, pour laisser émaner qui j'étais vraiment. Parce que comme ça, quand je rencontrais une maman indienne
dans le nord de l'Himalaya et que je lui disais, pour elle, en plus Suisse c'était compliqué parce qu'ils connaissent pas, donc j'étais trop petit, donc française, c'était Caroline la française et c'est tout. Et du coup ça c'était vraiment un énorme bonheur, mais en même temps de plus avoir de structure qui te définissent, c'était aussi de se sentir un petit peu instable, de plus savoir, d'être dans le doute et tout ça. Donc je pense que de l'anorexie on est ressorti de cette insécurité, de ce questionnement. Et après, avec ça, ce besoin en fait d'amour de soi, de commencer à s'aimer, parce que je me rappelle quand j'étais donc très très mince, les femmes adorent les femmes très minces, donc du coup ça plaisait beaucoup, les femmes me disaient mais tu peux tout porter, on dirait un ange, c'était hyper mignon, hyper gentil, alors que moi bien entendu on se voit jamais comme on est, et puis là c'était vraiment un peu mince, les femmes on est un petit peu mal conditionnées par rapport à ça, et au contraire je voyais les femmes qui avaient un petit peu de rondeur, des petites formes, et je les enviais. De toute façon, on connaît la femme, hein, quand on a les cheveux bouclés, on les veut raides. On n'est jamais contente. Et du coup, je voyais ces formes et je me disais, ça, c'est la féminité. Et j'avais envie de reconnecter avec ça, j'avais envie de comprendre. Et c'est vrai que voilà, ça a été un petit peu le chemin de vie, d'apprendre à s'aimer, de travailler sur cet amour de soi. Parce que voilà, dans l'évolution au niveau du travail sur soi, j'ai remarqué qu'il y a au début le pardon et l'acceptation avec les parents. Il y a tout un travail à nettoyer. Alors c'est celui qui peut prendre aussi le plus de temps pour certaines personnes. Il y a des techniques comme des constellations familiales, il y a des techniques avec des psychothérapeutes aussi. Il y a plein de techniques en fonction de ce qui parle aux gens, mais je pense qu'il y a d'abord un travail à faire de nettoyage, de pardon, d'acceptation, que ça soit, voilà, c'est pas parfait, et c'est bien avec les parents, pour ensuite ouvrir sur l'amour de soi, qui est une des premières leçons, certes, mais celle qui est la plus dure au niveau de toute sa vie, parce que c'est pas un jour je m'aime, ça y est, c'est bon et tout va bien. J'ai tout gagné. Tous les jours, il faut l'arroser un petit peu, et ça prend beaucoup de temps, et c'est la beauté du chemin aussi. En fait, dans tout cet apprentissage, le risque aussi, c'est de te perdre un peu, de partir dans toutes les directions et de pas réussir à te recentrer. Exactement. Donc là, tu parles d'anorexie, est-ce que tu peux en parler un peu plus ? T'es devenue anorexique suite à tout ça ? Alors, je pense qu'il y avait déjà quelque chose, peut-être que c'était plus de la boulimie quand j'étais à Paris, il y avait déjà quelque chose par rapport à la nourriture, à l'alimentation, ce besoin de nettoyage, ce besoin d'être en transe, en fait, comme je pense quand on se met des masques, on se bride tellement qu'on n'est pas exactement nous-mêmes. Du coup, il y a un moment où on doit nettoyer ça. C'est un moment vraiment très, très spécial qu'on n'arrive pas vraiment à décrire. Et dans la société dans laquelle on est, sachant que voilà, il y a des gens qui meurent tous les jours de faim, tu te dis mais comment je peux avoir des soucis avec ça alors que c'est tellement minime, donc on s'autorise. Je sais que j'avais du mal à m'autoriser à avoir un souci avec ça parce que ça me paraissait complètement con, j'avais tout pour être heureuse et voilà, et c'est là où en fait ce travail d'humilité, de connexion aux autres, quand on a une douleur ou quand on a une maladie ou quelque chose, c'est un grand message sur le chemin pour qu'on recadre bien et qu'on travaille dessus, et ça ouvre le cœur, et ça a été un vrai travail de connexion. Donc il y avait déjà un petit peu ça. Ensuite, quand j'étais en Inde, c'était différent, c'était vraiment mental, de l'anorexie mentale, dans le sens où il n'y avait pas du tout de nettoyage interne ou externe, mais je mangeais très simplement comme les Indiens, donc du riz, des lentilles, ça s'appelle du dal avec un chapati. Je mangeais comme eux, mais comme je montais une montagne, il y avait beaucoup d'activités, ça se brûlait complètement tout le temps. J'étais vraiment entre grimper sur un arbre, tac, aller chercher ça. Il y avait vraiment une hyperactivité à la recherche, et donc il y avait... Ça devenait très fort, et je me rappelle un jour avoir été à la plage, m'être mis à côté d'un enfant, parce que du coup les enfants, il y a une très bonne connexion avec les enfants, parce que comme vous avez le même corps qu'eux presque, vous êtes pareils, et du coup j'avais pas du tout de poitrine, on était toutes les deux pareilles, l'enfant et moi face à la mer, et là je me suis dit ah ouais, c'est marrant, c'est marrant, c'est comme ça peut-être que je le dis maintenant, mais il y avait quelque chose à travailler par rapport à passer de l'enfant
à la femme, d'accepter ce que c'était qu'une femme. Et c'est vrai que tout le travail, tout ce cheminement-là, d'amour de soi, d'amour de la féminité, de rencontrer aussi cette partie qui est donc le périnée, travailler aussi avec des œils yoni, des choses comme ça, parce qu'on est très déconnecté de sa féminité. Là, je lis un livre en ce moment qui me passionne sur l'ostéopathie intrapelvienne. C'est des choses qui peuvent paraître, ah oui, ça paraît très avancé, pourquoi ça? C'est une partie par rapport au conditionnement qu'on a eu, l'éducation qu'on a eue, on a vraiment coupé avec ça. Et donc, du coup, on a des traumas, des choses qui se somatisent dans certaines parties du corps. Il est même dit que par rapport à nos lignées, à ce que portaient nos mères, nos grands-mères, ça se somatise au niveau de l'utérus. Et donc, de pouvoir travailler, le rencontrer. Je me rappelle à l'époque, quand on était jeune fille, rien que d'entendre, si une amie à nous nous disait qu'elle se masturbait, c'était mais tu te rends compte ce qu'elle fait et tout ça. Oh, le choc. Mais attends, mais tu te rends compte et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que quand on a quelques petits soucis, enfin des petits soucis, des petits blocages avec ça, alors on peut avoir quand même, certaines femmes ont aussi des orgasmes et c'est génial. Et ont quand même, ça veut pas dire complètement, forcément, obligatoirement que c'est complètement bloqué et tout ça. Mais je pense que c'est une partie de son corps à travailler. À redécouvrir, ouais. À redécouvrir. Quand on commence, on est toujours dans sa tête, parce que c'est l'endroit qui marche le mieux dans nos sociétés. On essaye de descendre au niveau du cœur pour là vraiment s'ouvrir, comprendre, accepter, partager. Chaque personne est un miroir qui nous permet de travailler plus. Chaque personne a des couleurs qui nous inspirent. Et après, on les prend en nous. On devient encore plus fort, plus on partage, plus on échange au niveau des cultures, des façons de voir le monde. Donc ça, c'est des grandes richesses qui se travaillent au niveau du cœur. Et je pense que la sexualité, l'organe féminin est une partie vraiment à rencontrer, à adorer, à mettre en lumière plutôt que de se déconnecter et de couper au niveau juste au-dessus du nombril. Là, hop, cette partie-là, ça ne me je ne m'en concerne cherche pas. pas. C'est un homme qui de temps en temps... Non, je pense qu'il y a vraiment un besoin de connecter avec. Après, on peut reparler, donc relier ça au yoga avec les chakras pour que toute l'énergie puisse circuler et donc travailler sur l'équilibre. Alors, est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie de fonder les Amazones parisiennes? Parce que c'est une sororité, du coup, c'est très lié au féminin. Effectivement, d'avoir eu la chance de rencontrer autant de gens géniaux sur ce chemin, qui avaient différentes manières d'enseigner, de partager leur art. Ça m'a transportée, ça m'a inspirée. Et du coup, quand je suis revenue à Paris, je me rappelle, mes copines me disaient, Caroline, on a tous bac+5 ou bac+7, on galère à trouver un travail, t'es mignonne avec ton yoga, ton machin, mais juste on voudrait, c'était gentil, mais un petit peu pushy, dans le sens où on voudrait juste t'expliquer que c'est pas aussi facile et tout ça. Et moi, je me suis dit, ok, j'écoute, j'entends, mais on va quand même essayer, tu vois. Et donc, du coup, je commence à donner des petits cours dans certains spas à Paris. Ça a ouvert des petites portes, ça a donné de la confiance, de sauver certaines personnes, de soigner certaines personnes. Ça a commencé à créer, à créer ce chemin de vouloir, en fait, pouvoir offrir aux gens la chance que j'ai eue. Dans le sens où pouvoir créer, offrir sur un plateau d'argent aux Parisiens et Parisiennes des techniques ancestrales. Donc une fois, mon maître indien est venu à Paris pour un workshop. Dès que je rencontre par exemple un maître shiatsu, il y a un homme génial avec qui on travaille, on fait des ateliers qui s'appellent Kozen. C'est 1 heure de yoga et 1 heure de massage pour apprendre le massage et shiatsu. Donc souvent, on va faire de la lithothérapie, on va faire de l'art-thérapie avec une grande artiste, on fait différents ateliers, car souvent les artistes, thérapeutes, performeurs, tous ces gens qui ont l'art à travers de l'esthétisme ou l'art à travers des techniques de soins de faire du bien, sont des personnes qui ne sont pas du tout communicantes, qui ne savent pas partager leur art, ce sont juste des thérapeutes et c'est déjà très bien. Et du coup, comme il y avait cette envie, ce besoin d'unir, de joindre les gens, de créer quelque chose, c'était génial. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui m'inspirait, qui avait envie de partager son art autour d'un atelier, et ben on créait quelque chose pour le mettre en lumière et pour partager. Et c'est vrai qu'on a fait ça, on a eu la chance d'avoir un superbe lieu avec une grande verrière sur les étoiles, de pouvoir se retrouver tous les jeudis soirs pendant 1 an et demi à faire des ateliers différents sur plein de thèmes. Les gens arrivaient, il y avait le choix entre 5 smoothies différents, avec la spiruline au cacao, fait avec beaucoup d'amour. Et il y avait ce petit moment où on se relâche, on fait un peu de yoga et après on apprend quelque chose. Donc c'était vraiment
le début des Amazones, c'était ça. Et on l'avait créé avec une amie parce qu'on voulait s'offrir une harpe de cristal. On était trop mignonnes, on était là, parce que ça, comme ça coûte très cher, on s'est dit, on va faire ça et on fera nos petits ateliers, on mettra tout de côté pour pouvoir se l'offrir et tout ça. Donc c'est vrai que parfois des grands projets naissent juste de petits rêves de filles comme ça qui, en buvant un thé, veulent refaire le monde. Et en fait, ça a pris une grande ampleur. Et maintenant, les Amazones sont certes des ateliers que l'on propose dans Paris, souvent parce qu'on est souvent localisé à Paris. Des retraites de yoga autour du monde, parce qu'on s'est rendu compte que 2 heures avec les gens, c'est super, mais de pouvoir partir une semaine, là on revient d'une woman retreat où on était avec 16 femmes, c'était sublime. Des ateliers d'écriture, des cérémonies cacao, du yoga, de la méditation, différents ateliers pour le lâcher prise et se baigner, on s'est même baigné nu dans la mer avec le sourire aux lèvres pour travailler sur cette féminité. C'était vraiment beau, simple et juste adorable parce qu'on ne prend pas souvent ce temps de se reconnecter avec son énergie yin, Oui. celle qui a été si dure pour moi à acquérir et qui maintenant est en fait quelque chose de vital pour mon équilibre. Donc du coup, c'est vraiment le c'est ce qu'on fondement partage. maintenant des Amazones parisiennes. Exactement. C'est pour ça qu'on fait des cours d'aqua-yoga donc dans les spas parisiens. Déjà parce que c'est génial, les femmes peuvent venir, être dans un endroit un peu de déesse, les peignoirs, elles ont une petite boisson aromatisée avec de la pomme, de la cannelle, un cours qui est d'abord une demi-heure sur terre, une demi-heure dans l'eau pour reconnecter avec l'énergie yin de l'eau, justement l'énergie de la femme. Ensuite, elles peuvent aller dans le hammam. Enfin, c'est un truc de Bon, princesse. faut arrêter là parce que j'y suis moi. je me projette, attention. Mais à Paris, c'était nécessaire pour l'équilibre qu'il y ait dans l'eau. En fait, ces piscines qui sont souvent, entre guillemets, mortes, dans le sens où dans les spas, il y a plein d'horaires où elles ne sont pas du tout utilisées. Et elles sont sublimes, elles sont très calmes. C'est vraiment des temples, des lieux. Même au Mandarin, on entend la cascade qui tombe. C'est vraiment... L'eau, c'est très apaisant en plus. Très, très apaisant. Très féminin. Ouais. Ça, c'est très féminin. Donc, du coup, on a des petits ateliers que l'on partage à Paris, comme ça on peut se retrouver, des cercles de femmes. On a aussi des ateliers où les hommes sont les bienvenus. On fait de l'acro-yoga, donc on fait vraiment plein de moments de partage. On a fait aussi des ateliers sur l'Ayurveda, donc où les gens peuvent apprendre, étudier, ou avec différents chefs pour goûter, apprendre la cuisine. Donc ça englobe tout ce qui est lié au bien-être et à l'épanouissement personnel. Et ensuite, donc les retraites, parce que ça, on adore amener les gens à Ibiza, amener les gens en Inde. On fait même des formations pour ceux qui veulent devenir professeurs de yoga, qui sont donc certifiés par Yoga Alliance. Donc, parce qu'il y a des personnes qui ressentent, même pas forcément pour devenir professeur, mais qui ont envie d'avoir tous les outils plus de connaissances pour leur pratique personnelle. Donc, il y a de ça. Et là aussi, on adore, on est des petites fées de l'événementiel et... que ce soit pour un EVJF, pour une soirée, un Blessing Way, c'est une baby shower spirituelle, ou pour une marque qui lance un nouveau produit, qui aimerait une petite matinée ou une journée avec différents ateliers, avec vraiment être coucouné, quelque chose qui soit fait sur mesure, avec ce petit côté un petit peu spirituel, tout en étant vraiment... dans l'esprit aussi parisien, accessible, que ça soit pas non plus d'un niveau... où ça parle pas aux gens. Donc vraiment, on fait ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, ces petits événements dans Paris, pour différentes choses, pour les femmes, pour les marques, c'est global, quoi, c'est complet. Ouais. Donc du coup, on est beaucoup maintenant les Amazones. Il y a les Amazones plumes, celles qui écrivent pour le blog, ont envie de partager à travers l'écriture. Les Amazones performeuses, celles qui dansent, qui font des shows. Les Amazones yogini, les Amazones images, parce que celles qui aiment bien aussi prendre des photos, qui aiment bien faire de la vidéo, des choses comme ça. Il y a les Amazones qui sont vidéastes, caméramans. Donc en fait, c'est une énorme famille de plein d'artistes, de plein de gens qui partagent, qui s'expriment à leur manière. Est-ce que tout ce parcours a changé ton rapport à la santé ? Oui. Car j'ai été pendant... Alors, c'est une très bonne question et je pense que c'est super de pouvoir partager ça, mais ça m'est juste personnel. C'est vraiment juste mon histoire qui m'a montré ça.
C'est qu'à un moment, j'étais tellement dans la santé que justement, ça m'a aussi amené dans l'anorexie parce que je lisais les livres, les textes anciens bouddhiques qui disaient qu'en fait, quand tu mangeais des farines, des choses comme ça, des céréales, c'était la nourriture de ceux qui travaillaient dans les champs parce que, en fait, ils avaient besoin d'avoir un truc à digérer. Alors que quand on est très spirituel, on mange, enfin, pour avoir des connexions hautes, il faut manger des aliments praniques, donc des légumes, des fruits. Donc j'étais arrivée à un point où j'ai testé plein de différentes techniques d'alimentation, parce que comme j'avais une douleur à un endroit, je testais différentes choses pour savoir, mais alors c'est peut-être le gluten, c'est peut-être le machin, j'ai tout tenté. Et à un moment, je suis arrivée à un point où je dînais avec des gens qui étaient aussi dans cette optique-là de maîtrise, de contrôle au niveau de la nourriture, parce que c'était la santé. Parce que Hippocrate a dit Let your food be your medicine and your medicine be your food, que notre nourriture soit notre médecine. Donc du coup, je me suis retrouvée à un dîner. Bien entendu, on bannissait le sucre, que c'était la drogue du millénaire, tout ça. Et j'entendais, il faut plus manger la peau de la tomate parce que la peau de la tomate est trop acide et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que pour certaines personnes, la peau de la tomate est trop acide et du coup, on respecte ça. Mais là, je crois qu'ils sont aussi fous que les gens qui mangent du McDo tous les jours. Donc du coup, à un moment, il faut un juste équilibre entre les deux. Donc c'est vrai que j'ai été dans ce chemin du tout naturel, du tout... et en fait, on vit dans un monde chimique aussi. On vit dans un monde où la médecine allopathique parfois peut être aussi bénéfique. Et donc, d'après mon expérience, j'ai essayé vraiment de plus travailler sur l'équilibre. Et même si quelqu'un un jour doit boire un coca parce qu'il ressent que c'est ce qu'il faut et parce qu'il a mal au ventre, alors c'est pas une boisson qui m'inspire personnellement en ce moment, mais je n'ai plus ces préjugés, bien entendu que c'est super de manger des champignons, machin, de la spiruline, de la propolis, tout ça. On adore tous ces aliments et on les favorise. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi d'être trop dogmatique. Et c'est ça aussi qu'on partage, je pense, avec les Amazones. Il n'y a pas de... Il faut être végétarien, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Il faut vraiment être à l'écoute et juste faire les choses en conscience. Et c'est ça qu'on aimerait vraiment partager comme valeur. Bien sûr. En fait, tu deviens trop rigide à un moment donné. Quand t'accumules trop de connaissances, tu bascules dans ce qu'on appelle l'orthorexie, où il y a un surcontrôle de ton alimentation qui est très dangereux. Mais ça, c'est pas de l'anorexie ? C'est de l'orthorexie, le contrôle de ton assiette, où tu es vigilant sur chaque aliment qui entre et qui sort. Mais c'est différent, parce que dans ce cas, oui, je pense que dans ce cas, je pense avoir fait de l'orthorexie sans même le savoir. Oui, parce que tu parles d'anorexie mentale, mais alors du coup, c'est quoi ? C'est ce contrôle justement de l'alimentation ? Exactement, on va pas manger ça, on enlève tout ce qui est truc, on va pas manger le soir parce que ça sert à rien, on n'a pas besoin de digérer, on va manger juste ce qui est nécessaire, tac 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 tac, le moins possible, juste de regarder les gens manger, c'était limite comme manger soi parce que j'avais besoin de rien, parce que c'est vrai qu'en soi le corps a besoin de beaucoup moins que ce qu'on lui donne, et du coup c'était aussi ce truc de laisser plus aux autres, il y avait après l'esprit, l'ego essaie de trouver tous les chemins pour te faire aller là où il a envie que tu ailles quand tu es à son écoute. Écoute, l'orthorexie, c'est ça en tout cas. Après, peu importe le mot au final. Exactement. L'essentiel, c'est de s'en sortir. Moi aussi, après la maladie, j'avais tendance à être beaucoup trop raide. Je voulais tout contrôler, je voulais plus m'alimenter de la mauvaise façon. Et le problème que je m'étais rendu compte en Inde, c'est justement mes copines qui venaient me rendre visite parfois, me disaient là on va faire un petit dîner après le coucher du soleil, on va un petit italien machin et tout, et moi j'étais non mais j'ai yoga demain et tout ça, moi je vais me coucher et tout, et en fait la nourriture c'est quelque chose de sociable, de très culturel aussi, et du coup d'avoir autant de règles, machin, de trucs, c'est même plus un kiff, si on veut dire, de dîner avec toi. C'est vrai que le moment de dîner, c'est un moment de partage, c'est quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus dans même aller au restaurant et en fait prendre plein de plats et les partager, parce qu'on va tous vibrer sur la même fréquence, parce qu'on s'en rend compte. Imaginons, on va au restaurant toutes les deux. Moi, je prends des pâtes à l'arrabbiata, donc très feu. Toi, tu prends un petit truc beaucoup plus, avec du poisson, avec des légumes verts et tout ça, donc tu seras dans une autre énergie que moi. Et en fait, ça fait que même la discussion, ce qu'on aura envie de faire après, ça sera différent. Donc, je pense que le fait de vivre la nourriture comme un partage, comme un moment en conscience, c'est pour ça que souvent, tous les amis qui sont un petit peu dans ce chemin spirituel et dans ce travail, ils sont trop mignons. Avant les repas, ça se tient les mains, ça bénit la nourriture. Alors, c'est des petites choses, mais au final c'est juste que ça ouvre pour le faire en conscience et pour que ça soit magique. Et donc même s'il y a du pain à ce moment-là et que c'est vrai qu'on sait
en fonction de que le gluten, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de meilleur. C'est vrai que s'il a été partagé en 12 et qu'on a fait avant cette petite prière et que c'est juste un kiff, il va être assimilé et il va être digéré bien par le corps parce que il a été mangé sans culpabilité et avec conscience. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Du coup, de partager un même repas, un même plat, ça te met sur la même fréquence, quoi, finalement. Donc c'est ça, et puis comme mon but dans la vie, c'est, voilà, à la fin, parfois quand tu te retrouves dans des situations difficiles ou que tu es face à toi-même, tu te rends compte qu'en fait la seule chose qui compte, ça peut être une main sur une épaule, un sourire, que c'est ça qui a de la valeur. Et du coup, toutes les choses les plus simples sont des choses qui enrichissent énormément. Et je pense que le partage et de vivre en communauté, c'est se reconnecter aux autres. C'est une des plus grandes médecines qui m'a été offerte d'expérimenter. C'est quoi ta définition de la santé ? Ma définition de la santé, c'est cette recherche de l'équilibre, je pense. On est jamais tout le temps, on n'est pas équilibré. Hop, ça fait 3 semaines, je suis complètement équilibrée, tout va bien. C'est un équilibre permanent à rechercher en fonction du temps, en fonction de l'humeur, en fonction de tout ça. Et donc, pour moi, la santé, c'est juste jouer, jongler avec cet équilibre, tourner autour, le rencontrer, s'éloigner pour mieux le retrouver. Et voilà, juste ne pas trop se flageller, ne pas s'isoler, ne pas essayer de penser qu'on est tout seul à vivre ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les cercles de femmes. Et j'aimerais tellement que ça existe des cercles d'hommes. Mais pour qu'ils puissent parler aussi, parce qu'être un homme aussi à l'heure actuelle, là on parle beaucoup de la féminité et tout, mais être un homme à l'heure actuelle, c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Être un homme, est-ce que c'est... Les cercles d'hommes autour du foot et du rugby, il y en a beaucoup. Ça existe depuis longtemps. Exactement, c'est vrai, mais j'aimerais des cercles où ils puissent partager leurs émotions, justement leur côté yin, leur côté féminin. Leur côté yin, ouais, très important. De pouvoir exprimer, voilà, moi j'ai peur, ou pas, mais en tout cas de pouvoir partager ça, parce que c'est vrai que quand on est entre femmes et qu'on partage certaines choses, on se rend compte toutes qu'on vibre, que soit on est déjà passé à travers cette phase-là, soit on se reconnaît en chacune. Et ça, cette connexion aux autres, aux sœurs, à d'autres femmes, plutôt que ce que la société nous a fait éduqué à être... cette phrase n'est pas française du tout, mais de se séparer chacune, de comparer, de machin. Les femmes, c'est comme des fleurs. Il y en a qui ont un parfum incroyable l'hiver. Il y en a... elles sont toutes différentes en fonction des saisons. Il y en a que chacune a sa particularité. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, les femmes ont tout ça. Et quand on se réunit et qu'on partage en cercle certaines douleurs ou certaines choses auxquelles on fait face, ça libère énormément. Et c'est un soin en fait qui vient des traditions ancestrales, parce que se réunir en cercle, c'est tout simple. C'est ce qu'ils faisaient avant autour du feu, la forme du cercle, se réunir, parler. Et c'est vrai que parfois on peut passer sa vie à penser qu'on est tout seul, à aller voir son thérapeute, aller voir son truc, même si c'est très bien et c'est des beaux chemins. Je pense qu'à un moment, il y a aussi l'union et le groupe, le fait de prendre sa place en société, de prendre sa place dans un groupe, d'arriver à exprimer des choses, d'enlever les masques face aux autres. C'est aussi une vraie travail de santé. Ouais. Mm-hmm. La maladie, elle intervient quand, selon toi ? Quand le déséquilibre est trop important, je pense. Quand il y a un message à comprendre, mais aussi, je suis assez tranquille avec ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense si on se fait checker là tous maintenant avec tous les tests, tous les trucs et tout, on a tous des trucs. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose en ce moment, donc du coup, je me dis tant qu'on est là et tant qu'on a le temps, autant profiter, parce que c'est vrai que même avec les téléphones, les machins, les trucs, les micros peut-être, on travaille, il y a des choses qui se détruisent, il y a des choses qui vont pas, et du coup, je pense qu'il faut... quand quelqu'un nous parle, qu'il vit quelque chose, le prendre avec le cœur, avoir ce lien, se souder, ouvrir vraiment son cœur, parce que tout le monde a différentes phases, a différentes blessures, différentes maladies, et du coup traiter chaque être avec tout l'amour du monde, avec toute la beauté du monde. C'est la plus belle chose qu'on peut faire, parce que dès que cette personne, même une personne qu'on n'aime pas, mais dès qu'elle enlève les masques, en fait on se rend compte qu'elle c'est juste à travers ses blessures, à travers quelque chose qu'elle a mis ces barrières là, et du coup quand elles descendent et on comprend, là les cœurs parlent, et c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Très beau. T'es jeune maman, une petite fille de 2 ans.
Oui. Et t'es enceinte. Un an et 2 mois. 1 an et 2 mois, et t'es enceinte sur une fin de grossesse. Mais vous aussi, madame. Oui, nous sommes toutes les deux avec nos micros et nos gros bidons. Exactement. 2 petites filles, donc la maternité, est-ce que ça t'a révélé aussi un peu plus ta féminité ? Alors, bien entendu, le fait d'allaiter, c'est déjà magnifique, c'est quelque chose. Enfin, de devenir maman, c'est une connexion avec la terre, vraiment, qui donne vie. Enfin, il y a vraiment un lien, il y a tout un travail d'ouverture, d'être maman, et justement après avoir accouché de fermeture pour réaligner, travailler sur autre chose. Donc c'est un très 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 beau chemin. En fait, ce qui est marrant, c'est quand tu vois, là je t'ai parlé de ce chemin d'enseignement, qui ont été géniaux, qui ont ouvert plein de choses, qui ont remué plein de choses. J'ai même travaillé aussi avec des plantes de la forêt amazonienne. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir du temps aussi pour pouvoir le faire après mes études. Et ça, c'est vraiment... J'ai beaucoup de gratitude à la vie d'avoir fait tout ça. Mais au final, tu te rends compte que tu as travaillé sur ton petit équilibre, machin, truc. Et le jour où tu deviens maman, tu te rends compte qu'en fait, ton plus grand maître spirituel, c'est tes enfants, quoi. Les enseignants. Tu peux avoir travaillé... Parce que, en fait, être en paix, tranquille, tout ça, quand tu es tout seul, c'est assez facile. Mais dès que tu as les enfants, la fatigue, le travail sur la patience, là, ça devient des vrais maîtres. Parce qu'après tous ces mois et toutes ces années un petit peu partout, entre l'Himalaya, le Ladakh, le Goa, le Cambodge, le Vietnam, j'ai fait beaucoup de pays en Asie, du coup, pour refaire les visas. Les gens me demandaient, alors, tu as rencontré des maîtres spirituels, des gourous, des choses comme ça. Et c'est vrai que... j'ai rencontré plein de gens, même certains qui étaient vachement avancés sur le chemin et qui, à table, après, avaient une névrose avec les couverts et tout. Tu te dis, ah ouais, en fait, toi, t'as compris plein de trucs, mais il y a certains trucs, et tout le monde est humain au final. Donc, du coup, c'est assez... ça donne le sourire, parce qu'on est tous les mêmes. Mais je pensais avoir quand même fait un travail, être arrivé à un certain stade et tout, l'ego toujours. Et non, tu recommences depuis le début. Quand t'as un enfant, tu te rends compte que c'est ton plus grand maître et que t'es qu'au début du chemin, ma vieille. C'est ça. C'est vrai que c'est une nouvelle gestion de la vie, quoi. Mm-hmm. Tous tes objectifs et tes principes sont revus. Oui. Voilà. Voilà, ça devient des courbes. Tu sais, il y avait des lignes droites, des trucs là, tu dis, bah, tu sais quoi, finalement, on va le faire en 3 étapes, ce truc-là. Ce sera pas mal aussi. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la féminité est liée à la maternité ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément le désir d'être mères. Personnellement, bien entendu que c'est une autre étape dans sa féminité, c'est une autre phase, mais en plus je faisais partie de celles qui disaient à mes copines, moi je ne me marierai jamais, je n'aurai pas d'enfant, parce que je pense toujours que c'est pas forcément le chemin de toutes les femmes, on n'est pas obligé de passer, il y a d'autres réalisations. Finalement, il s'avère que je suis la première mariée avec 2 enfants, mais à la base, c'était pas ce que j'imaginais. Donc non, je pense que la féminité, elle est pas du tout obligée de passer par la maternité. Non, il y a pas de... Pas d'injonction particulière. Non. Et oui, parce que c'est un sujet délicat aujourd'hui sur les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui se font mettre un peu la pression. Mais alors, les enfants, c'est pour quand Non, justement, on n'est pas toutes faites pour ça, et c'est tellement beau aussi et si on était toutes mamans, là, en plus dans le monde dans lequel on vit à Paris, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai vraiment ce besoin de créer. Voilà, il y a un rêve à l'intérieur de moi qui vibre depuis longtemps, de créer comme une maison d'hôtes où il y aurait de la permaculture, où il y aurait des bains thermaux, donc ça serait vraiment un endroit avec beaucoup de verdure, beaucoup de nature, et parce que je ressens ce besoin-là, et où les enfants seraient aussi, il y aurait une prise en charge. Alors je pense peut-être que l'école serait à l'extérieur, mais ce côté de vivre avec beaucoup de gens, de ne pas être tout le temps la seule référente pour ses enfants, de pouvoir avoir aussi la liberté de faire d'autres choses, d'être dans la nature, qu'ils puissent grandir, développer ça. Je pense qu'au jour où, à l'heure actuelle, d'être maman à Paris, quand on est presque enfermé dans son appartement, même si bien entendu des copines passent, et Paris c'est magique, c'est la ville de l'enseignement, c'est la ville où il y a tout, où tu peux créer tes rêves, elle est très inspirante, il y a des plus belles femmes du monde, il y a des expositions incroyables, c'est un endroit très culturel, et je crache pas du tout sur Paris, mais si on était toutes chez nous avec tous nos enfants, en essayant en même temps de gagner quand même un petit peu de sous et trucs et tout, ça serait triste en fait, ça serait une vraie coupure. Je pense que
Paris est un super bel endroit pour des femmes justement qui sont dans cette phase de création, de réalisation, de sortir et tout ça, parce que ça se marie très bien avec ça. Ah, bien sûr, il faut cultiver la diversité dans tous les domaines. Eh oui, madame. Eh bien écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à toi. La prochaine fois, c'est moi qui t'interviewe, madame. Ok, pas de problème. À bientôt. Merci. Bouge ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.